Elena Martinez travaillait comme femme de chambre dans le luxueux Penthouse depuis 3 mois, et de tout ce temps, elle n'avait jamais vu son employeur montrer la moindre émotion. Monsieur Alexander Stone était connu dans tout l'immeuble comme le « roi de glace », un brillant homme d'affaires qui forçait le respect par son attitude froide et calculatrice. Chaque matin, elle arrivait à cette heure précise pour nettoyer sa demeure immaculée, et chaque soir, elle repartait sans avoir échangé plus de quelques mots professionnels avec cet homme qui semblait vivre dans un monde d'hiver perpétuel. La routine était toujours la même. Monsieur Stone était déjà parti quand elle arrivait, sa vaisselle du petit déjeuner soigneusement empilée dans l'évier, son lit fait avec une précision militaire. Elle passait sa journée à polir les sols en marbre, à épousseter les meubles coûteux et à ranger son bureau déjà parfaitement organisé. Le Penthouse était un monument à la réussite, des baies vitrées donnant sur la ville, des œuvres d'art modernes qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel, et une technologie qui semblait anticiper le moindre besoin. Pourtant, malgré tout ce luxe, il y avait quelque chose de creux dans cet endroit, comme s'il s'agissait plus d'un musée que d'un foyer. Ce mardi matin-là, Elena avait 15 minutes de retard à cause d'un train retardé. Elle se précipita dans le hall, le cœur battant à tout rompre en imaginant le regard désapprobateur de Monsieur Stone. L'ascenseur sembla prendre une éternité pour atteindre le dernier étage, et quand elle arriva enfin au Penthouse, elle chercha ses clés en tâtonnant, les mains légèrement tremblantes. Elle n'avait jamais été en retard auparavant, et l'idée de décevoir son employeur, même s'il reconnaissait à peine son existence, la remplissait d'effroi. En poussant la porte, elle prit une profonde inspiration et entra, se préparant à ce qu'elle était certaine d'être une conversation très inconfortable. Elena s'attendait à trouver le Penthouse vide, comme d'habitude, mais en se dirigeant vers le salon, elle entendit quelque chose qui la figea sur place, le son de quelqu'un qui pleurait. C'était un son doux, presque inaudible, mais sans aucun doute celui d'un homme adulte en train de s'effondrer. Son premier réflexe fut de faire demi-tour, de prétendre qu'elle n'avait rien entendu, mais quelque chose au fond d'elle l'empêcha de partir. Elle n'avait jamais entendu Monsieur Stone exprimer la moindre émotion, et encore moins une vulnérabilité aussi brute. Ce son toucha sa corde maternelle. Elle suivit le bruit dans le couloir, ses pas étouffés par l'épais tapis. Les pleurs provenaient de la chambre de Monsieur Stone, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Elena savait qu'elle aurait dû frapper, annoncer sa présence, mais son inquiétude l'emporta sur sa déontologie professionnelle. Elle poussa doucement la porte et entra, prête à offrir son aide si nécessaire. Ce qu'elle vit la fit sursauter de manière audible, et elle souhaita immédiatement pouvoir disparaître dans le sol. Monsieur Stone était assis au bord de son lit, sa chemise habituellement parfaite déboutonnée et pendant lâchement sur ses épaules, révélant une poitrine marquée de vieilles cicatrices. Ses cheveux sombres étaient en désordre, sa cravate jetée par terre, et son visage était enfoui dans ses mains tandis que ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux. Sur ses genoux, il tenait une petite photo usée qu'il serrait comme une bouée de sauvetage. Pendant un instant, Elena ne put ni bouger, ni respirer. Cet homme brisé ne ressemblait en rien à la figure froide et intimidante pour laquelle elle travaillait depuis des mois. Il paraissait jeune, vulnérable et profondément humain. Le bruit du sursaut d'Elena déchira le silence comme un couteau. La tête d'Alexander se releva brusquement, son visage baigné de larmes se durcissant aussitôt pour revêtir le masque qu'elle connaissait si bien. Mais l'espace d'un instant, elle avait vu autre chose dans ses yeux, non pas de la colère ou de la gêne, mais de la peur, une peur brute et primaire d'être vue dans un tel état. Il s'essuya rapidement le visage du revers de la main et commença à boutonner sa chemise avec des doigts tremblants, ses mouvements saccadés et mal coordonnés. Je suis désolé, Monsieur Stone, balbutia Elena en reculant vers la porte. Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai entendu. Elle ne put finir sa phrase. Sortez, dit-il, sa voix rauque et brisée malgré sa tentative d'autorité. Mais Elena se retrouva clouée sur place, sa nature compatissante luttant contre son instinct professionnel. Elle avait vu la photo sur ses genoux, le portrait d'une jeune femme aux yeux doux et au sourire tendre, quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. La femme sur la photo tenait un petit enfant, un jeune garçon aux cheveux sombres et à l'expression sérieuse d'Alexander. « S'il vous plaît » répéta-t-il, et cette fois sa voix se brisa complètement. « Juste. Partez, s'il vous plaît. » Au lieu de partir, Elena se surprit à s'approcher. Elle avait grandi dans un foyer où les murs émotionnels étaient destinés à être doucement démantelés, où les larmes étaient accueillies avec réconfort plutôt que jugement. « Monsieur Stone, dit-elle doucement, je sais que je ne suis que la femme de chambre, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un. » Elle fit un geste impuissant, ne sachant comment terminer son offre.
Alexander la fixa un long moment, ses défenses s'effritant visiblement. La photo tremblait dans ses mains, et Elena comprit que ce qui était sur cette image détenait la clé pour comprendre l'homme derrière la glace. Le monde soigneusement construit d'Alexander s'effondrait autour de lui, et pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement impuissant. Il regarda Elena, debout, ses yeux sombres remplis d'une préoccupation sincère, et quelque chose en lui céda. Peut-être était-ce la façon dont elle avait prononcé son nom, ou peut-être simplement le fait qu'il portait ce fardeau seul depuis trop longtemps. Elle s'appelait Isabella, dit-il calmement, sa voix à peine plus qu'un murmure. C'était ma femme. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de chagrin et de regret. Le cœur d'Elena se serra en le regardant lutter avec ce souvenir. Elle pouvait voir l'amour dans ses yeux quand il regardait la photo, mais il y avait aussi autre chose, de la culpabilité, de la douleur, et une profondeur de perte qu'elle pouvait à peine concevoir. Elle est morte il y a 3 ans, continua-t-il, ses doigts traçant le bord de la photo. Et notre fils, David, il n'avait que 5 ans. Elena sentit les larmes lui monter aux yeux en réalisant l'ampleur de ce qu'il lui disait. Il ne s'agissait pas seulement de perdre une épouse, mais de perdre son monde entier, sa raison de vivre. « Je n'ai pas pu les sauver », murmura Alexander, et les mots semblaient le blesser physiquement. « Il y a eu un accident, et j'étais censé être là. J'étais censé les protéger, mais j'ai choisi une réunion. J'ai choisi le travail plutôt que ma famille, et quand je suis arrivé à l'hôpital. » Il ne put finir sa phrase, mais Elena comprit. Elle comprit aussi pourquoi il avait érigé des murs si impénétrables autour de lui, pourquoi il semblait vivre dans un monde d'hiver éternel. Il ne se protégeait pas seulement du monde, il se punissait pour un péché qu'il ne pourrait jamais se pardonner. Elena se retrouva assise au bord du lit à côté de lui, les limites professionnelles oubliées face à une douleur humaine aussi brute. Elle ne dit rien au début, s'asseyant simplement dans un silence réconfortant pendant qu'Alexander tenait la photo comme une relique sacrée. La lumière du matin qui filtrait par les fenêtres semblait plus douce, comme si l'univers lui-même reconnaissait ce moment de vulnérabilité. « Ils étaient tout pour moi », dit-il enfin, sa voix plus forte mais toujours fragile. Isabella disait toujours que je travaillais trop, que je manquais l'enfance de David. Elle avait raison, bien sûr. Elle avait toujours raison. « Parlez-moi d'eux », dit doucement Elena, et elle fut surprise de voir à quel point les mots lui venaient naturellement. En toute autre circonstance, elle n'aurait jamais osé faire une telle demande à son employeur, mais il ne s'agissait plus de travail. Il s'agissait d'un être humain tendant la main à un autre dans son heure la plus sombre. Alexander la regarda avec surprise, comme s'il avait oublié sa présence, puis quelque chose changea dans son expression. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il esquissa presque un sourire. David avait ce rire, commença-t-il, et Elena pouvait entendre l'amour dans sa voix. C'était contagieux, vous savez ? Il riait pour les plus petites choses, un papillon, une grimace, la façon dont ses céréales faisaient des bulles dans son lait. Et Isabella, elle avait cette façon de rendre tout chaleureux. Elle pouvait transformer un simple dîner en fête, un jour de pluie en aventure. Elle a fait de moi un homme meilleur, et j'ai tout pris pour acquis. Tandis qu'il parlait, Elena commença à comprendre que l'homme froid et distant pour qui elle avait travaillé n'était pas le véritable Alexander Stone. C'était un homme caché derrière une forteresse de chagrin, se punissant pour une tragédie qui n'était pas de sa faute. Au fil de la matinée, Elena se mit à partager des histoires de sa propre vie, des récits de perte et de résilience qu'elle n'avait jamais racontés à personne. Elle parla de sa grand-mère, qu'il avait élevée après la mort de ses parents, et de la façon dont elle avait appris que parfois, la plus grande force vient du fait de s'autoriser à être vulnérable. Alexander écoutait avec une intensité qui la surprit, comme s'il entendait ces vérités pour la première fois. « Ma grand-mère disait que le deuil, c'est juste de l'amour qui n'a nulle part où aller, » dit doucement Elena. « Peut-être que vous n'honorez pas leur mémoire en vous fermant au monde. Peut-être que vous la déshonorez. » Les mots frappèrent Alexander comme un coup physique, mais au lieu de la colère, il sentit autre chose, une fissure dans la glace qui entourait son cœur depuis 3 ans. Il regarda Elena avec de nouveaux yeux, voyant non seulement son employée, mais une femme d'une sagesse surprenante pour son âge, quelqu'un qui comprenait la douleur et avait choisi de la transformer en compassion. « Je ne sais pas comment m'en sortir, » admit-il, la vulnérabilité dans sa voix étant saisissante. « Je ne sais pas comment exister dans le monde sans eux. » Elena tendit timidement la main et la posa sur la sienne. Au lieu de se retirer, il tourna sa paume pour rencontrer la sienne. Le contact fut électrique, non pas d'une tension romantique,
mais de la simple connexion humaine dont ils avaient tous deux besoin sans le savoir. Vous n'avez pas à tout résoudre aujourd'hui, dit-elle doucement. Mais peut-être que vous pourriez commencer par laisser quelqu'un vous aider. Vous n'avez plus à porter ça tout seul. Alexander fixa leurs mains jointes, et pour la première fois en 3 ans, il sentit autre chose que le poids écrasant de la culpabilité. Il sentit de l'espoir. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce qu'Helena avait connu. Alexander commença à rentrer à la maison avant qu'elle ne parte, non pas pour vérifier son travail, mais simplement pour parler. Leur conversation allait des souvenirs de sa famille aux rêves d'Helena pour l'avenir, et lentement, la glace autour de son cœur commença à fondre. Il découvrit qu'Helena suivait des cours du soir en commerce, qu'elle travaillait comme femme de chambre pour payer ses études, et qu'elle avait un esprit aussi vif que n'importe quel cadre qu'il avait jamais rencontré. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de vos études » demanda-t-il un soir alors qu'ils étaient assis dans son salon, la barrière formelle entre employeur et employé se dissolvant lentement. « Vous ne m'avez jamais demandé » répondit Helena avec un petit sourire. « De plus, je ne pensais pas que les aspirations de votre femme de ménage vous intéresseraient. » Alexander grimaça à la façon désinvolte dont elle parlait d'elle-même, réalisant à quel point il l'avait peu vue comme une personne plutôt que comme une simple prestataire de service. « J'aimerais aider, dit-il soudain, le mot les surprenant tous les deux. « Avec vos études, je veux dire. J'ai des contacts, des ressources. Vous ne devriez pas avoir à vous battre comme ça. » Helena le regarda avec surprise, touchée par l'offre mais aussi méfiante à l'idée de changer la dynamique entre eux. « J'apprécie, Monsieur Stone, mais je dois gagner ma vie, dit-elle prudemment. Je ne veux pas de charité. » Alexander sentit quelque chose bouger en lui à ces mots, une étincelle familière de respect et d'admiration qu'il n'avait pas ressentie depuis Isabella. « Ce ne serait pas de la charité, dit-il, sa voix prenant un ton professionnel qui semblait en quelque sorte plus chaleureux que sa froideur habituelle. Ce serait un investissement. Je lance un nouveau projet, quelque chose qui nécessite quelqu'un avec votre intuition et votre intelligence. C'était une proposition commerciale. Helena étudia son visage, y voyant la sincérité, et réalisa que c'était sa façon de lui offrir un avenir tout en lui permettant de conserver sa dignité. La proposition commerciale se révéla être bien plus qu'Helena n'avait jamais imaginé. Alexander lançait une fondation, non pas pour la frime ou pour des avantages fiscaux, mais comme une véritable tentative d'aider les familles qui avaient perdu des êtres chers dans des accidents. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre les besoins réels des familles en deuil, quelqu'un qui pouvait se connecter avec les gens sur un plan humain. « J'ai passé 3 ans à fuir mon chagrin », expliqua-t-il alors qu'il traversait les bureaux vides qu'il avait loués. « Il est peut-être temps que je l'utilise pour aider les autres. » Helena regarda l'espace, voyant non seulement des pièces vides, mais un potentiel de guérison, de changement. « Je ne sais rien sur la gestion d'une fondation, » admit Helena, mais Alexander secoua la tête. « Vous savez ce qu'est la compassion, l'écoute, le fait de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme de commerce. » Alors qu'ils planifiaient la fondation ensemble, Helena commença à voir une autre facette d'Alexander, celle dont Isabella était tombée amoureuse. Il était passionné, dévoué et étonnamment créatif lorsqu'il s'agissait de trouver des solutions pour aider les gens. Travailler ensemble signifiait aussi passer plus de temps en compagnie l'un de l'autre, et Helena se surprit à attendre leur réunion avec une impatience qui n'avait rien à voir avec le travail. La fondation prit forme rapidement. Alexander utilisait ses relations d'affaires pour obtenir des financements et Helena son empathie naturelle pour concevoir des programmes qui aideraient réellement les familles en deuil. Ils travaillaient tard le soir, commandant des plats à emporter et discutant de tout, du conseil en deuil au soutien pratique pour les familles en crise. Lors d'une de ces sessions tardives, Helena leva les yeux de ses notes pour trouver Alexander qui la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, soudainement gênée. « Rien, dit-il doucement. Je pensais juste. Isabella vous aurait apprécié. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse voir à travers mes murs. » À mesure que la fondation grandissait, le lien entre Helena et Alexander se renforçait. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle basée sur un objectif commun évoluait vers quelque chose de plus profond, quelque chose que tous deux avaient peur de nommer. Helena se surprenait à penser à lui pendant ses heures de repos, se demandant s'il mangeait correctement, s'il dormait, s'il s'autorisait à ressentir de la joie à nouveau. Alexander, quant à lui, découvrait qu'il attendait avec impatience l'arrivée d'Helena chaque jour, non seulement pour son travail, mais pour la chaleur qu'elle apportait dans son monde froid.
La prise de conscience les frappa tous les deux lors d'une journée particulièrement difficile à la fondation. Ils avaient travaillé avec une famille qui avait perdu sa fille adolescente, et le chagrin brut les avait profondément affectés. Après le départ de la famille, Elena se retrouva en larmes dans la petite cuisine, submergée par la douleur dont elle avait été témoin. Alexander la trouva là, et sans réfléchir, il la prit dans ses bras. L'étreinte se voulait réconfortante, mais alors qu'Elena se laissait aller contre lui, quelque chose bascula entre eux. Elle pouvait sentir son cœur battre contre sa joue, sentir l'odeur familière de son eau de Cologne, et soudain elle prit conscience de lui non seulement comme son employeur ou son ami, mais comme un homme. « Elena » murmura-t-il, et elle pouvait entendre le conflit dans sa voix. Elle se recula pour le regarder, et l'expression dans ses yeux lui coupa le souffle. Il y avait du désir, oui, mais aussi de la confusion, de la culpabilité et de la peur. « Je ne peux pas, dit-il en s'éloignant d'elle. Je ne peux pas faire ça à la mémoire d'Isabella. Je ne peux pas vous faire ça. Elena sentit son cœur se briser, non seulement pour elle-même, mais pour lui. Alexander, dit-elle doucement, Isabella ne voudrait pas que vous viviez dans une tombe. Elle voudrait que vous soyez heureux. Mais même en prononçant ces mots, elle pouvait voir qu'il n'était pas prêt à les entendre. Après leur moment dans la cuisine, Alexander commença à prendre ses distances, et Elena ressentit la perte comme une douleur physique. Il redevint formellement poli, l'appelant « Mademoiselle Martinez » au lieu d'Elena, gardant leur conversation strictement professionnelle. L'intimité facile qu'ils avaient construite au cours des derniers mois sembla s'évaporer du jour au lendemain, remplacée par une distance prudente qui les blessait tous les deux. Elena se jeta dans son travail à la fondation, aidant les familles tout en essayant d'ignorer le vide croissant dans son propre cœur. Le changement n'échappa pas aux autres membres du personnel qu'ils avaient embauchés. Maria, la réceptionniste de la fondation, prit Elena à part un après-midi. « Que s'est-il passé entre vous et Monsieur Stone » demanda-t-elle sans détour. « Vous avez tous les deux l'air d'avoir perdu vos meilleurs amis. » Elena voulait se confier, mais comment expliquer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui était encore marié à un fantôme? Au lieu de cela, elle se contenta de hausser les épaules et de dire « Il ne s'est rien passé. Nous maintenons juste des limites professionnelles. » Mais le regard entendu de Maria suggérait qu'elle n'y croyait pas. Alexander, de son côté, luttait avec ses propres démons. Il se surprenait à penser constamment à Elena, se souvenant de la sensation de ses bras autour d'elle, de la façon dont elle l'avait regardé avec une telle compréhension et compassion. Il essayait de se convaincre que ce qu'il ressentait n'était que de la gratitude, la réponse naturelle à quelqu'un qui l'avait aidé à traverser sa période la plus sombre. Mais quand il fermait les yeux la nuit, c'était le visage d'Elena qu'il voyait, pas celui d'Isabella, et la culpabilité le rongeait. Il avait aimé Isabella de tout son cœur, mais elle était partie, et Elena était là, vibrante et réelle, lui offrant une chance à un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible. La percée arriva de manière inattendue lors d'une crise à la fondation. Une jeune mère était arrivée au milieu de la nuit, désemparée et désespérée après avoir perdu son mari dans un accident du travail. Elena était restée tard pour l'aider, et quand Alexander arriva le lendemain matin, il les trouva toutes les deux endormies sur le canapé de son bureau, la tête de la femme sur l'épaule d'Elena. Cette vision le frappa comme un coup de foudre. C'est ce qu'Isabella aurait fait. C'était le genre de personne qu'elle aurait voulu qu'il trouve. Elena se réveilla pour trouver Alexander debout dans l'encadrement de la porte, son expression plus douce qu'elle ne l'avait vue depuis des semaines. Elle n'avait nulle part où aller, expliqua doucement Elena, en faisant attention de ne pas réveiller la femme endormie. La compagnie d'assurance lui pose des problèmes, et elle est sur le point de perdre son appartement. Alexander hocha la tête, mais Elena pouvait voir qu'il la regardait, elle, et non la cliente, avec quelque chose comme de l'émerveillement dans les yeux. « Vous êtes resté toute la nuit, dit-il, et ce n'était pas une question. »« Bien sûr, » répondit Elena, comme s'il n'y avait eu aucun autre choix. Plus tard ce matin-là, après avoir trouvé un logement temporaire pour la femme et l'avoir mise en contact avec un avocat, Alexander demanda à Elena de rester. « Je vous dois des excuses, dit-il, sa voix formelle mais ses yeux chaleureux. J'ai été injuste envers vous, injuste envers nous deux. J'ai laissé ma peur me rendre cruelle, et je suis désolé. » Le cœur d'Elena commença à s'emballer, mais elle garda une voix stable. « Vous ne me devez rien, Alexander. Je comprends pourquoi vous aviez besoin d'espace. » Il secoua la tête en s'approchant. « Non, vous ne comprenez pas. J'ai été un lâche. J'avais tellement peur de trahir la mémoire d'Isabella que j'étais prêt à trahir ce que nous savons tous deux être réel.
Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi, et Elena sentit les murs qu'elle avait soigneusement construits commencer à s'effriter. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Alexander s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres, assez près pour sentir la chaleur qui émanait de son corps. « Je dis que j'ai été un imbécile, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Je dis que quelque part en chemin, je suis tombé amoureux de vous, et j'ai eu trop peur de l'admettre, même à moi-même. » Le cœur d'Elena s'arrêta, puis se mit à battre si vite qu'elle crut qu'il allait exploser. « Alexander » commença-t-elle, mais il leva une main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir, dit-il. Je sais que c'est compliqué. Je sais que j'ai un bagage qui écraserait la plupart des gens. Je sais que m'aimer signifie accepter que je porterai toujours Isabella et David avec moi. Mais je sais aussi qu'ils ne voudraient pas que je vive dans le passé pour toujours. Ils voudraient que je sois heureux, et Elena, vous me rendez heureux. Vous me donnez envie de vivre à nouveau. » Les larmes qui menaçaient depuis le matin débordèrent enfin, et Elena se retrouva dans ses bras. « Je suis amoureuse de vous depuis des mois, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « J'avais juste trop peur d'espérer que vous puissiez ressentir la même chose. » Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle, et elle sentit la tension quitter son corps comme s'il avait retenu sa respiration pendant des années et pouvait enfin expirer. « Je ressens la même chose, » dit-il, sa voix étouffée dans ses cheveux. « Je vous aime, Elena. J'aime votre compassion, votre force, votre capacité à voir la lumière dans les endroits les plus sombres. J'aime la façon dont vous me donnez envie d'être meilleur. » Leur premier baiser fut doux, hésitant, comme s'ils craignaient tous deux que le moment ne se brise s'ils bougeaient trop vite. Elena avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais la réalité était encore plus bouleversante que ses fantasmes. Les lèvres d'Alexander étaient douces et chaudes, et elle pouvait goûter le sel de ses larmes mêlées aux siennes. Quand ils se séparèrent enfin, ils appuyèrent leur front l'un contre l'autre, respirant fort et essayant de comprendre ce qui venait de se passer entre eux. « Où allons-nous à partir de maintenant » demanda Elena, sa voix tremblante d'émotion. La question concernait plus que leur simple relation, il s'agissait de savoir comment naviguer dans les émotions complexes entourant la mémoire d'Isabella, comment construire quelque chose de nouveau tout en honorant ce qui avait précédé. Alexander se recula pour la regarder, ses mains encadrant doucement son visage. « Nous prenons les choses un jour à la fois, dit-il. Nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, honnêtes sur nos peurs et nos espoirs. Et nous nous souvenons que l'amour, ce n'est pas oublier le passé, c'est choisir de construire un avenir. » Les jours qui suivirent furent une danse délicate de découverte et de réconfort. Alexander fit découvrir à Elena ses souvenirs d'Isabella et de David, partageant des histoires et des photos, montrant clairement qu'aimer Elena ne signifiait pas effacer sa première famille. Elena, à son tour, partagea ses propres craintes de ne pas être à la hauteur du souvenir d'une femme qui avait été, de la vie de tous, extraordinaire. Ils passèrent des heures à parler, à découvrir les rêves et les insécurités de l'autre, bâtissant une fondation de confiance qui soutiendrait tout ce qui viendrait ensuite. Le véritable test eut lieu quand Alexander emmena Elena sur la tombe d'Isabella et de David. Elena avait été nerveuse à propos de cette visite, craignant que le rappel physique de sa perte ne fasse à nouveau reculer Alexander. Mais alors qu'ils se tenaient ensemble dans le cimetière paisible, les mains d'Alexander fermement dans les siennes, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une compétition entre le passé et le présent. Il s'agissait d'intégration, de trouver un moyen d'honorer tout l'amour de sa vie. « Je voulais vous amener ici, » dit doucement Alexander, « parce que je voulais qu'ils sachent pour vous. Je voulais leur dire que je vais bien, que je vais m'en sortir. » Elena serra sa main, sentant l'importance du moment. « Je promets de prendre soin de lui » murmura-t-elle à la pierre tombale, les mots venant d'un endroit plus profond que la pensée consciente. « Je promets de l'aimer de tout mon cœur et de ne jamais essayer de remplacer ce que vous signifiez pour lui. » Les yeux d'Alexander s'emplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement plutôt que de chagrin. Alors qu'il retournait à la voiture, Elena sentit une paix s'installer en elle. Elle avait craint que la mémoire d'Isabella ne soit toujours une barrière entre eux, mais elle comprenait maintenant qu'elle pouvait être un pont. « Merci » dit Alexander alors qu'il rentrait. « De comprendre, de ne pas me demander de choisir entre mon passé et mon avenir. De savoir que je n'ai pas à le faire. » Elena sourit, se sentant comme s'ils avaient franchi ensemble un seuil invisible. « Nous allons nous en sortir, » dit-elle, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle y croyait vraiment. Au cours des mois suivants, la relation d'Elena et d'Alexander s'approfondit d'une manière qui les surprit tous les deux.
ils découvrirent qu'ils partageaient non seulement une alchimie physique, mais aussi une compatibilité intellectuelle, un sens de l'humour similaire et des forces complémentaires. La chaleur et l'intuition d'Elena équilibraient la nature analytique d'Alexander, tandis que son sens des affaires l'aidait à transformer ses instincts compatissants en solutions pratiques. La fondation prospéra sous leur direction conjointe, devenant un phare d'espoir pour les familles naviguant dans les affres de la tragédie. Leur vie personnelle se développa plus lentement, tous deux conscients de la nécessité de construire quelque chose de solide et de durable. Alexander était tendre et patient, comprenant qu'Elena avait besoin de temps pour s'adapter aux réalités d'aimer un homme avec un bagage émotionnel si complexe. Elena, à son tour, était douce avec les moments de chagrin d'Alexander, comprenant que la guérison n'était pas linéaire et que certains jours seraient plus difficiles que d'autres. Ils créèrent de nouvelles traditions ensemble tout en honorant les anciennes, trouvant des moyens d'inclure la mémoire d'Isabella et de David dans leur vie commune sans en être submergés. Le tournant se produisit lors d'une soirée tranquille à la maison, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une proposition de subvention pour la fondation. Elena leva les yeux de son ordinateur portable pour trouver Alexander qui la regardait avec une expression d'amour si pure que cela lui coupa le souffle. « Quoi » demanda-t-elle en riant doucement. « Je pensais juste, » dit-il en venant s'asseoir à côté d'elle sur le canapé, « à la chance que j'ai. Je pensais avoir épuisé toutes mes chances de bonheur, mais d'une manière ou d'une autre, l'univers m'en a donné une autre. » Elena mit son ordinateur portable de côté et se blottit contre lui, sentant la chaleur solide de son corps, le rythme régulier de sa respiration. « Je vous aime » dit-elle simplement. « Je vous aime aussi » répondit-il, et à cet instant, tout semblait possible. Leur bonheur fut mis à l'épreuve lorsque l'ancien associé d'Alexander, Marcus, arriva à l'improviste avec une nouvelle qui allait tout changer. Marcus avait été le meilleur ami et l'associé d'Alexander avant la mort d'Isabella, mais leur relation s'était brisée quand Alexander s'était retiré du monde des affaires. Maintenant, Marcus se tenait dans leur bureau, l'air mal à l'aise mais déterminé. « Je ne serais pas là si ce n'était pas important, » dit-il, son regard allant d'Alexander à Elena. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur la nuit où Isabella est morte. » Elena sentit Alexander se raidir à côté d'elle, et elle attrapa instinctivement sa main. « De quoi parles-tu, Marcus ?» La voix d'Alexander était soigneusement contrôlée, mais Elena pouvait entendre la tension sous-jacente. Marcus prit une profonde inspiration avant de continuer. « La réunion que tu as manquée cette nuit-là, celle pour laquelle tu te blâmes, ce n'était pas ce que tu penses. Isabella m'a appelé cet après-midi-là. Elle prévoyait de te faire une surprise, d'amener David au bureau pour t'emmener dîner. Elle voulait fêter votre anniversaire, même si tu avais oublié. » Les mots frappèrent Alexander comme un coup physique, et Elena sentit sa main se resserrer douloureusement sur la sienne. « Qu'est-ce que tu dis » murmura-t-il. Marcus avait l'air misérable mais continua. « Je dis que si tu avais été à cette réunion, ils auraient été là aussi. Si tu avais été là, vous auriez tous été à cette intersection au mauvais moment. Alexander, ton absence n'a pas causé leur mort, elle t'a sauvé la vie. » Le silence qui suivit fut assourdissant, et Elena sentit le monde d'Alexander basculer sur son axe à côté d'elle. La révélation fit voler en éclats le récit de culpabilité et de responsabilité qu'Alexander avait soigneusement construit. Pendant 3 ans, il avait bâti toute son identité sur la conviction qu'il avait abandonné Isabella et David, que ses priorités avaient été mauvaises, qu'il aurait pu les sauver s'il avait été là. Maintenant, face à la vérité que son absence lui avait en fait sauvé la vie, il ne savait pas comment traiter l'information. Elena le regarda lutter avec un mélange de soulagement et de confusion, ne sachant si cette nouvelle connaissance était une bénédiction ou une malédiction. « Je ne comprends pas, » dit Alexander, sa voix creuse. « Si je n'étais pas censé être là, si je n'aurais pas pu les sauver, alors pourquoi je me sens si coupable? Pourquoi ça fait si mal ?» Le cœur d'Elena se brisa pour lui, comprenant que parfois la vérité était plus compliquée que la culpabilité ou l'absolution. « Parce que vous les aimiez, » dit-elle doucement. Parce que la culpabilité du survivant se moque de la logique. Parce que le chagrin n'est pas rationnel, et que la guérison ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Marcus hocha la tête, l'air soulagé d'avoir enfin partagé son fardeau mais aussi inquiet de l'impact de sa révélation. Les jours qui suivirent furent difficiles. Alexander semblait perdu, à la dérive sans la culpabilité qu'il avait ancrée pendant si longtemps. Elena le regarda lutter pour se redéfinir, pour comprendre qui il était s'il n'était pas l'homme qui avait abandonné sa famille. Elle resta près de lui, offrant son soutien sans l'étouffer, comprenant que c'était un voyage qu'il devait faire en grande partie seul.
Je ne sais pas comment accepter d'être en vie alors qu'ils ne le sont pas, lui avoua-t-il un soir. Je ne sais pas comment me pardonner d'aller de l'avant. Elena le serra dans ses bras pendant qu'il pleurait, sachant que c'était en fait un progrès, qu'il faisait enfin son deuil correctement au lieu de simplement se punir. Avec la révélation de Marcus, une nouvelle phase de guérison commença pour Alexander. Il commença à voir un conseiller en deuil, chose qu'il avait refusée pendant 3 ans, et commença lentement à démêler le réseau complexe d'émotions entourant la mort d'Isabella et de David. Elena le soutint tout au long de ce processus, assistant à certaines séances avec lui et apprenant à être la partenaire de quelqu'un qui surmonte un traumatisme. Le conseiller aida Alexander à comprendre qu'aimer Elena ne diminuait pas son amour pour Isabella et que construire une nouvelle vie n'était pas une trahison de son ancienne. Le processus de guérison affecta leur relation de manière inattendue. Alors qu'Alexander travaillait sur son chagrin, il devint plus présent, plus disponible émotionnellement. Les murs qu'il avait construits autour de son cœur continuèrent de s'effriter, révélant l'homme qu'il avait été avant que la tragédie ne frappe. Elena tomba amoureuse de lui à nouveau, apercevant des bribes de la personne dont Isabella était tombée amoureuse toutes ces années auparavant. Leur relation physique s'approfondit également, Alexander étant enfin capable d'être pleinement présent au lieu de porter le poids de la culpabilité et de l'autopunition. La fondation devint une source de guérison pour eux deux. Travailler avec d'autres familles en deuil aida Alexander à comprendre que sa douleur faisait partie d'une expérience humaine plus large, que la perte était quelque chose qui unissait plutôt qu'isolait les gens. Elena le regarda se transformer d'un homme fuyant son chagrin à quelqu'un qui pouvait utiliser son expérience pour aider les autres à naviguer dans leur propre nuit sombre de l'âme. Vous devenez la personne que vous étiez censé être, lui dit-elle un soir alors qu'ils examinaient les candidatures pour le nouveau programme de la Fondation. Pas la personne que vous étiez avant, mais la personne que vous êtes censé être maintenant. Alexander sourit, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. 1 an après la révélation de Marcus, Alexander commença à planifier quelque chose qui aurait été inimaginable dans sa vie antérieure. Il voulait demander à Elena de l'épouser, mais il savait que toute demande en mariage devrait reconnaître la réalité complexe de leur situation. Il ne pouvait pas lui offrir une histoire d'amour traditionnelle, mais il pouvait lui offrir quelque chose de plus profond, un amour qui avait été testé par la tragédie et en était sorti plus fort, un partenariat fondé sur la compréhension mutuelle et un but commun. Il choisit la célébration de l'anniversaire de la Fondation comme cadre, entouré des familles qu'ils avaient aidées et du personnel qui était devenu comme une famille. Alors qu'Elena prononçait son discours sur l'importance de la communauté et de la guérison, Alexander sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. Cette femme avait pris ses morceaux brisés et l'avait aidé à construire quelque chose de beau à partir des décombres. Elle l'avait aimé dans ses moments les plus sombres et avait célébré son retour à la lumière. Elle méritait d'être honorée devant tous ceux qui comptaient pour eux. Quand Elena termina son discours, Alexander prit le micro, ses mains tremblant légèrement de nervosité. Quand j'ai créé cette fondation, commença-t-il, sa voix portant clairement dans la pièce, je pensais que c'était pour honorer la mémoire de ma femme et de mon fils. Et c'est le cas. Mais c'est aussi autre chose. C'est à propos de la femme incroyable qui m'a montré que l'amour ne s'arrête pas avec la mort, il change simplement de forme. Elena, vous m'avez appris que je pouvais porter Isabella et David avec moi tout en construisant un avenir. Vous m'avez montré que guérir ne signifie pas oublier, et qu'aimer à nouveau ne signifie pas aimer moins. Les yeux d'Elena s'emplirent de larmes en réalisant ce qui se passait. Alexander s'agenouilla devant toute l'assemblée, sortant une bague qui avait été soigneusement choisie pour représenter leur histoire d'amour unique. Ce n'était pas la bague d'Isabella, celle-ci lui appartiendrait toujours. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui représentait la vie qu'Elena et lui construisaient ensemble. Elena Martinez, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux, vous êtes entrée dans ma vie quand j'étais perdu dans les ténèbres, et vous m'avez aidé à retrouver le chemin de la lumière. Vous m'avez aimé quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même, et vous m'avez montré qu'il est possible d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Voulez-vous m'épouser? La pièce était silencieuse, tout le monde retenant son souffle alors qu'Elena regardait l'homme qu'elle avait appris à aimer si profondément. Elle pensa au voyage qui les avait menés à ce moment, depuis ce premier matin où elle l'avait surpris en train de pleurer, jusqu'à la lente construction de la confiance et de la compréhension, jusqu'à l'amour qui avait fleuri malgré tous les obstacles. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, Alexander, je veux vous épouser. La salle éclata en applaudissements alors qu'Alexander lui passait la bague au doigt et se levait pour l'embrasser, tous deux riant et pleurant en même temps. En se tenant dans les bras l'un de l'autre, Elena pensa au chemin qu'ils avaient parcouru. Elle était entrée dans sa vie comme femme de chambre,
mais elle quittait ce moment comme sa partenaire égale, sa famille choisie, son avenir. L'homme effrayé et brisé qu'elle avait rencontré au début s'était transformé en quelqu'un qui pouvait aimer ouvertement et profondément, quelqu'un qui pouvait honorer son passé tout en construisant son lendemain. « Je vous aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je vous aime aussi », répondit-il, et Elena sut que ce n'était que le début de leur histoire ensemble. La planification de leur mariage devint un exercice d'équilibre entre la tradition et les circonstances uniques de leur relation. Elena voulait honorer le passé d'Alexander tout en créant de nouveaux souvenirs, et Alexander voulait offrir à Elena la célébration qu'elle méritait tout en reconnaissant la complexité de leur situation. Ils optèrent pour une petite cérémonie dans le jardin de la fondation, entourés des familles qu'ils avaient aidées et des amis qui les avaient soutenus tout au long de leur parcours. Le moment le plus touchant fut lorsqu'ils se rendirent ensemble sur la tombe d'Isabella et de David pour parler des plans du mariage. « Je veux qu'ils en fassent partie d'une manière ou d'une autre, » dit Alexander, sa voix pensive. « Pas d'une manière qui fasse que tout tourne autour d'eux, mais d'une manière qui reconnaisse qu'ils font partie de notre histoire. » Elena y avait pensé aussi, et elle avait une idée. « Et si nous observions un moment de silence pour tous les êtres chers qui ne peuvent pas être avec nous? Pas seulement Isabella et David, mais mes parents, ma grand-mère, tous les gens qui nous ont façonnés mais qui ne peuvent pas être là pour célébrer avec nous. » La planification de la cérémonie révéla de nouvelles profondeurs à leur relation. Elena découvrit qu'Alexander avait un côté étonnamment romantique, voulant écrire ses propres vœux et choisir une musique qui reflèterait leur parcours commun. Alexander apprit qu'Elena avait des opinions bien arrêtées sur les fleurs et la nourriture, et qu'elle voulait que leur mariage soit une célébration de la communauté et de la connexion plutôt qu'un simple événement formel. Ils travaillèrent ensemble pour créer quelque chose qui aurait du sens pour eux deux, quelque chose qui honorerait leur passé tout en célébrant leur avenir. Le matin de leur mariage se leva, clair et lumineux. Elena ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. En se préparant avec l'aide de Maria et de quelques autres femmes de la fondation, elle pensa à quel point ce jour était différent de ce qu'elle avait imaginé jeune fille. Elle n'épousait pas son premier amour ni n'avait le mariage de conte de fées dont elle avait rêvé, mais elle épousait un homme qu'il avait choisi après avoir vécu la perte la plus profonde imaginable. Il y avait quelque chose de profond dans ce choix, quelque chose qui rendait leur amour à la fois fragile et incassable. Alexander, pendant ce temps, luttait avec ses propres émotions alors que Marcus l'aidait avec sa cravate. « Tu es sûr de toi ?» demanda Marcus, non par doute mais par réelle préoccupation pour l'état émotionnel de son ami. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit Alexander, et il le pensait. La culpabilité et la peur qui l'avaient tourmenté si longtemps avaient été remplacées par autre chose, une confiance tranquille que c'était la bonne chose à faire, qu'Elena était son avenir, qu'il était prêt à entrer pleinement dans la vie qu'ils construisaient ensemble. La cérémonie elle-même fut intime et profondément personnelle. Elena remonta l'allée sur une musique qu'Alexander avait choisie, un morceau qu'Isabella avait aimé mais qui parlait aussi de sa relation avec Elena. Alors qu'elle s'approchait de lui, il sentit son souffle se couper. Elle était radieuse, rayonnante de bonheur et d'amour, et pendant un moment, il ne pouvait pas croire que cette femme incroyable l'avait choisi. Quand elle l'atteignit, elle murmura « Je vous aime », et il répondit « Je vous aime aussi ». Ce simple échange portait le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Quand vint le moment de leurs vœux, Elena et Alexander parlèrent tous deux avec le cœur, leurs mots portant le poids de leur parcours. Elena commença, sa voix stable malgré les larmes dans ses yeux. « Alexander, quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu étais un homme perdu dans l'hiver, entouré de murs de glace et de chagrin. Je n'aurais jamais imaginé que je serais celle qui t'aiderait à retrouver le printemps, ou que tu m'aiderais à découvrir une force que j'ignorais posséder. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de perfection, c'est se choisir l'un l'autre chaque jour, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Tu m'as montré qu'il est possible d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir, qu'aimer quelqu'un de nouveau ne diminue pas l'amour qui a précédé. Je promets de t'aimer de tout mon cœur, de te soutenir quoi qu'il arrive, et de ne jamais te demander de choisir entre ton passé et ton présent. Isabella et David feront toujours partie de notre histoire, et je promets d'honorer leur mémoire en t'honorant. Je te choisis, Alexander Stone, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours à venir. » Les vœux d'Alexander étaient tout aussi sincères, sa voix rauque d'émotion alors qu'il parlait. « Elena, tu es entrée dans ma vie alors que j'étais convaincu que je n'avais plus rien à offrir à personne. Tu as vu à travers mes murs, au-delà de ma colère et de mon chagrin, l'homme que j'avais oublié que je pouvais être. Tu m'as aimé quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même, et tu m'as montré que guérir ne signifie pas oublier, cela signifie apprendre à porter ses cicatrices avec grâce.
Tu m'as donné la permission de vivre à nouveau, d'aimer à nouveau, de croire à nouveau en demain. La réception fut une célébration de la communauté et de la connexion, avec des discours des familles qu'ils avaient aidées et du personnel qui était devenu comme une famille. Elena dansa avec Alexander sur la même chanson qu'Isabella avait aimée, mais maintenant elle leur appartenait, transformée par leur expérience commune en quelque chose de nouveau. Alors qu'ils se balançaient ensemble, Elena sentit ses dernières craintes se dissiper. Il ne s'agissait pas de remplacer qui que ce soit ou de rivaliser avec le passé, il s'agissait de construire quelque chose de beau sur les fondations de l'amour et de la perte. « À quoi penses-tu » demanda Alexander alors qu'il dansait, ses lèvres près de son oreille. « Je pense à quel point je suis reconnaissante, » répondit Elena. « Reconnaissante que tu m'aies laissé te voir au plus vulnérable, reconnaissante que tu m'aies confié ton cœur, reconnaissante que nous nous soyons trouvés quand nous en avions tous les deux le plus besoin. » Alexander la serra plus fort, sentant la vérité de ses mots dans ses os. « Je pense à l'avenir, dit-il. À tous les demains que nous allons avoir ensemble, à la famille que nous pourrions construire, aux vies que nous allons toucher grâce à la fondation. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Elena et Alexander se retrouvèrent assis tranquillement dans le jardin, regardant leurs invités rire et danser. « Penses-tu qu'ils approuveraient » demanda doucement Alexander, et Elena sut qu'il parlait d'Isabella et de David. « Je pense qu'ils seraient heureux que tu sois heureux, dit-elle. Je pense qu'ils aimeraient que tu utilises ton expérience pour aider les autres, que tu vives pleinement au lieu de simplement survivre. » Alexander hocha la tête, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Je pense que tu as raison, dit-il. Je pense qu'ils t'apprécieraient aussi. » 6 mois après leur mariage, Elena découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut un choc pour eux deux, même s'ils avaient parlé de fonder une famille. Alors qu'ils étaient assis dans le cabinet du médecin, fixant l'image échographique de leur minuscule bébé, Elena ressentit un mélange complexe d'émotions. Elle était folle de joie, bien sûr, mais elle s'inquiétait aussi de la façon dont Alexander gérerait le fait de redevenir père, comment il naviguerait entre les souvenirs de David et l'accueil de ce nouvel enfant. La réaction d'Alexander la surprit. Au lieu de la peur ou du chagrin qu'elle avait anticipé, elle vit de l'émerveillement dans ses yeux, une joie tranquille qui semblait l'illuminer de l'intérieur. « Ça va » demanda-t-elle, cherchant sur son visage le moindre signe de détresse. « Plus que ça, dit-il, sa voix remplie d'admiration. Je suis reconnaissant. Reconnaissant que la vie nous fasse ce cadeau, reconnaissant que David aura un petit frère ou une petite sœur sur qui veiller, reconnaissant que nous allons vivre ça ensemble. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux en réalisant qu'Alexander ne voyait pas cette grossesse comme un remplacement de ce qu'il avait perdu, mais comme un ajout à la famille qu'il était en train de construire. Le bébé arriva par une fraîche journée d'automne, une petite fille parfaite avec les cheveux sombres d'Alexander et les yeux doux d'Elena. Ils l'appelèrent Isabella Stone, honorant à la fois l'avenir et le passé. Alors qu'Alexander tenait sa fille pour la première fois, Elena vit les dernières pièces de sa guérison se mettre en place. Il n'était plus l'homme brisé qu'elle avait trouvé en pleurs dans sa chambre, ni n'essayait-il d'être l'homme qu'il avait été avant la tragédie. Il était quelqu'un de nouveau, un homme qui avait été façonné par la perte mais non défini par elle, quelqu'un qui pouvait aimer profondément parce qu'il comprenait à quel point cet amour pouvait être précieux et fragile. Des années plus tard, alors qu'Elena regardait Alexander apprendre à Hope à faire du vélo dans le même jardin où ils s'étaient mariés, elle réfléchit au parcours qui les avait menés à ce moment. Elle était tombée sur son patron froid à son moment le plus vulnérable, et cette seule rencontre avait changé leurs deux vies pour toujours. Ils avaient construit quelque chose de beau sur les cendres du chagrin, créé une famille qui honorait le passé tout en embrassant l'avenir, et trouvé un amour plus profond et plus résilient en raison de ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Parfois, les débuts les plus inattendus menaient aux plus belles fins, et Elena savait que leur histoire était loin d'être terminée, elle ne faisait que commencer.